Bonjour à tous et bienvenue au studio Siri Bailly. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver. Et pour ce numéro d'Esprit Libre, je suis bel et bien en compagnie de monsieur Michel-Alex Kipré, éditeur. C'est d'ailleurs avec les éditions Caïl Cédra que nous produisons désormais Esprit Libre. Bonjour Alex. Bonjour Germain. Alors, pourquoi le talent littéraire et la reconnaissance sociétale ne vont souvent pas de pair? Je vais dire, ne font pas bon ménage. Pourtant, l'histoire de la littérature regorge de beaucoup d'exemples. René Maran, Balzac, et plus près de nous, Azovogui. Alors, ces grands esprits brillants ont connu la misère, la grande pauvreté, surtout pour la plupart du temps à la fin de leur vie. Et ils n'ont pas eu, pendant leur existence, cette reconnaissance sociale, sociétale. Comment explique-t-on cela? Pour les exemples que vous prenez, certains ont eu une reconnaissance sociale, comme René Maran qui a eu le prix Goncourt, Balzac était reconnu, mais il n'avait pas cette aisance financière. Ils étaient rattrapés par des pépins, par des tracasseries financières assez sévères. Pour l'exemple de Balzac, c'était quelqu'un de très endetté, très endetté. Des fois, il prenait des avances sur des livres, sur 2, 3 livres à venir. Donc, il vivait 3, 4 ans. Il vivait cette année avec les ressources des années à venir. C'était quelqu'un de très endetté. On comprend pourquoi, dans la plupart de ses ouvrages, il y avait une description assez minutieuse, assez précautionneuse, justement des hommes qui étaient endettés, des crédits, ainsi de suite. Oui, il avait beaucoup plus de facilité pour peindre sa propre vie. Voilà. C'était sa propre vie qu'il mettait en scène. Son réalisme était un réalisme, autoréalisme en fait, je veux dire. Concernant René Maran, qui était un bon écrivain, un très grand écrivain, il ne se définit pas comme tel, mais les négritudiens l'ont considéré comme étant le précurseur de leur courant. Et d'ailleurs, Léopold Sédar Senghor est resté très proche de sa famille. Très proche de sa famille, oui. À sa mort. Césaire aussi était proche de lui, il est resté très proche, mais ce n'était pas une proximité physique, c'était le respect qu'il vouait, parce que c'est l'un des premiers Noirs à s'être opposé justement à tout ce qui est colonisation. Il a connu, lui, la reconnaissance sociale. Il est le premier écrivain noir. Il a connu beaucoup plus la reconnaissance littéraire, on va dire. C'est exact. La reconnaissance littéraire, je suis d'accord avec vous, parce qu'en 1921, il a le prix Goncourt. C'est le premier noir à avoir ce prix Goncourt sur un roman qu'il a écrit pendant des années. Batouala. Et comment on se l'explique? Il y a le fait que, j'aime à le dire, être écrivain, ça allait disputer l'espace réservé aux politiques. Les politiques aiment bien influencer la pensée du peuple. C'est-à-dire au plus fort. Oui, ils aiment influencer la pensée du peuple, faire croire des choses au peuple. Et l'écrivain, lui, il vient justement éclairer. Donc, il vient combattre les inepties, les balivernes, les mensonges que les politiques proposent. Donc, il bouscule un peu. Voilà. Donc, il vient mettre mal à l'aise ces politiques-là. Du coup, ils ne sont pas toujours appréciés par les politiques, parce que c'est des empêcheurs de tourner en rond, c'est des grains de sable, c'est des poils à gratter. Et puis ils sont très indépendants. Très indépendants. Il y a quelque chose, c'est qu'ils ont conscience de leur talent. Tous ceux que vous avez cités ont conscience de leur talent. René Maran parlait de dignité. Il dit qu'il est très difficile d'être digne. Lui, il reste digne. Et il avait du mépris pour tous ces écrivains qui caractérisaient, qu'il taxait d'avoir la souplesse dorsale pour pouvoir s'introduire un peu partout. Ça veut dire qu'ils ont vendu leur âme. Mais c'est ça, ils pliaient les chines, ils baissaient le dos. C'est des personnes qui le voyaient pour rentrer un peu partout, avoir des prix. Lui, il a eu le prix, mais après le prix, les portes lui ont été fermées par les journalistes. Parce que la préface, quand vous lisez la préface de Batouala, c'est une préface qui est très forte. C'est une préface qui va à l'encontre du système colonial. Qui dénonce en fait. Qui dénonce le système colonial. Il a dit tu es une barbarie. Alors, mais comment un Goncourt peut-il mourir pauvre, complètement démuni? Mais lorsqu'on lui ferme les portes, lorsqu'on ne lui donne même pas ses droits d'auteur, il n'a pas eu ses droits d'auteur, il ne les avait pas. Et on vous ferme les portes, tous ceux qui vous fréquentent commencent à avoir des problèmes. Donc vous vous retrouvez seul, vous êtes frappé d'ostracisme, c'est ce qui lui est arrivé.
Heureusement qu'il avait Camille Berthelot, en fait Camille Maran, qui est sa femme, qui est épousée en 1927, et c'est avec cette femme-là qui le soutenait. Malheureusement, elle-même, elle est tombée malade. Donc il est resté digne dans tout cela. Il n'avait que pour amis vrais, pour même pas amis, j'ai failli dire fanatique, le Paul Sédar Senghor, qui le respectait beaucoup, parce que René Maran est son devancier. René Maran est né en 1887, et puis Senghor, c'est beaucoup plus tard, en 1905, je crois. Alors, la reconnaissance sociétale dans le cas de René Maran était beaucoup plus, si je vous suis bien, était beaucoup plus liée au rejet de la société coloniale. Oui. Et donc, il était noir. Il était noir, il était intelligent. Et la société, voilà, n'acceptait pas les être noir, noir, intelligent et brillant. Mais il fallait la fermer. Ouais. Comme pendant longtemps, on a cru que les noirs ne savaient que, passez-moi l'expression, faire l'amour, faire du sport. Alors, être dans la pensée en 1921... Chanter, danser, quoi. Voilà, mais en 1921, tu es dans la pensée, tu fais des propositions pour la race noire. Il voulait la réhabiliter, cette race, parce qu'il avait eu conscience du fait qu'elle soit disqualifiée. Il voulait la réhabiliter. Alors, oui. mais la société africaine également regorge de ces talents littéraires mal reconnus dans nos sociétés. Je cite un exemple, celui que vous avez derrière vous, Azovogui. Le grand Azovogui, qui est l'auteur de Zakwato, c'est un grand auteur, un grand poète. Il a mis 20 années pour écrire ça. Pour écrire quoi? Ces poèmes. Oui, c'est un poème, c'est un seul poème, un poème au long cours. Il a commencé en 1980 et il m'a raconté l'anecdote, j'ai eu le privilège. Il est parenté à un autre auteur, Laurent Gbagbo, et il vivait chez lui, c'est son cousin, je crois. Dans tous les cas, ils ont un lien de parenté. Il avait sur sa table donc des textes. C'était un poème qu'il avait commencé. Et Gbagbo Laurent étant ami à Jean-Marie Adjafi, c'était tous les deux des enseignants. Donc Jean-Marie Adjafi, grand poète, qui est grand prix littéraire d'Afrique noire, je crois en 81 ou 82, 81 je pense, avec son poème. Donc il arrive et il voit sur la table quelqu'un celui qui a ouvert la porte, il voit donc des traces écrites. Il lit un peu, c'est le début de Zakwato, mais qui est porté par une vraie charge émotive, qui a une vraie transe de mots, une vraie danse, une sorte de valse de la pensée. Il se dit, mais il appelle, il dit, c'est Azo qui me raconte, il dit, mais Laurent, en parlant de Gbagbo, Laurent, c'est toi qui écris ça? Donc il dit, non, c'est mon petit cousin là qui s'amuse. Il dit, mais c'est pas du jeu. Il prend directement le texte, il dit, non, jeune homme, donne-moi ça. Et il va déposer à l'époque, puisque à l'époque... Et ça, c'est Jean-Marie Adjafi. C'est Jean-Marie Adjafi, qui est poète lui-même. Et qui dit non, il va déposer ce texte-là à Fraternité Matin. Et le porteur du roman Nzassa. C'est ça. Le créateur, on va dire. C'est lui. C'est lui qui va déposer de lui-même à Fraternité Matin, qui publiait des pages, des bonnes feuilles, des extraits d'ouvrages. L'ouvrage n'était pas encore sorti. Et il y a eu une réaction favorable, un succès d'estime, mais immédiat. Le succès était immédiat. Mais il prend l'ouvrage et il continue de l'écrire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à ce grand talent? C'est qu'il perd un moment le texte. Et je vous assure que c'est douloureux de perdre un texte. Parce que chaque fois que vous écrivez après... Surtout pour un écrivain. Mais quand vous écrivez, vous avez l'impression que le texte perdu est meilleur que ce que vous êtes en train d'écrire. C'est quelque chose d'atroce. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met quand même à réécrire. Donc, de 80, l'ouvrage est publié seulement en 2000. 20 ans, ça ne l'a pas gêné. Pas à pas, petit à petit, il est arrivé à faire son texte. C'est la même chose pour René Maran. Il a commencé à écrire Batouala en 2012, 2011. C'est 8 ans après que le texte est accepté par Albin Michel. Et l'année qui suit, en 1921, il a le prix. Alors, mais malgré tout, aujourd'hui, est-ce que la société reconnaît tout au moins à Azovogui un quelconque talent? Mais il avait dit ça, lui, Azo. Il avait dit « Je suis l'éternité ». Dans son texte, ce n'est pas moi qui le dis, son texte lui-même. C'est un texte un peu prémonitoire. Il dit « Je suis l'éternité ». Il dit « Les épreuves de l'effacement me rendent plus brave ». Il dit ça. L'effacement, c'est l'oubli, c'est la mort aussi. Et dans son texte, je crois, c'est à la page 47, il dit à un moment « La mort est morte. Vive la vie. La mort est morte ». Il avait conscience de ce que, tôt ou tard, il dirait. Il parle des oreilles récalcitrantes, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne savent pas entendre. Zadi, lui, il parle des oreilles aveugles, ceux qui n'écoutent pas.
il dit, mais ces gens-là vont m'écouter tôt ou tard. Quelqu'un a fait ça aussi, c'est Céline. Ouais. Céline qui a dit, ils ne me lisent pas, ils vont me lire. Azo Fogui avait conscience d'être dans le vrai. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit des milliers de livres. Il a écrit ce livre-là. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin pour le talent qu'il a. Il n'en avait pas besoin. Pas du tout, mais il a quand même fait un roman après, Le Rire du Destin. Il a fait un roman après. Oui. Mais alors, il est mort de quoi? Moi, je dirais de pauvreté, de chagrin. Je dirais ça vite. Je dirais ça vite parce que c'est pas... C'est pas qu'il était pauvre, c'est quelqu'un qui avait appris à mépriser les finances, l'argent, le confort. Il avait du mépris, surtout la façon bestiale aujourd'hui de rechercher l'argent et le gain. Il avait du mépris pour cela. Donc il avait appris à faire la distance. Azo Fogui ne peut pas vous demander beaucoup plus qu'il en a. S'il a un problème de 2000 francs, il vous demandera 2000 francs, pas plus. Il n'est pas quelqu'un qui va chercher des centaines de mille, pas du tout. Ce n'est pas son genre. Alors, à vous entendre, je dirais que Azo Fogui avait le génie de la sobriété, et puis, à vous entendre, hein, il a une relation très distante avec l'argent. Il a une relation très distante et à ce sujet. J'ai une anecdote. Moi, lorsque son cousin Laurent Gbagbo arrivait au pouvoir, j'étais en train de ne pas comprendre comment est-ce que lui pouvait encore avoir des pépins financiers. J'étais en train de lui dire à mot couvert de voir son cousin pour qu'il lui donne de l'argent. Il a eu une réponse qui m'a permis de comprendre que même moi, je me trompais. Il m'a dit, mais mon cousin est historien. Quand je cherche de l'argent, c'est vers un banquier qu'il faut que je me tourne. Quand tu me dis ça comme ça, j'ai l'impression que tu penses que mon cousin doit prendre l'argent de l'État et distribuer à ses cousins. J'étais un peu gêné qu'il me reprenne de cette façon. C'est pour vous dire, il n'était pas prêt à aller demander de l'argent à n'importe qui, non. Il était très très digne. C'est de cette dignité que parle René Maran. René Maran, il a dit que lui, il estime que les prix littéraires, alors qu'il en avait eu un, les prix littéraires sont faits pour ceux qui savent être indignes, qui peuvent aller fléchir, qui connaissent bien les jurys et qui savent, par leur soumission à ce jury-là, avoir des prix. Lui n'était pas prêt à avoir... la preuve même, il est parti jusqu'à égalité avant d'avoir le prix. Il y avait 55 et la voix du président comptant double. C'est comme ça qu'il a eu le prix. Il a été retenu. Alors, mais malgré tout, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y aurait un livre hommage en fabrication. C'est déjà pas mal. Oui, c'est un début de reconnaissance, non? Oui, pourquoi pas. C'est bien, c'est bien. Il faut tout de suite saluer cela. C'est bien qu'on pense à continuer son œuvre. Mais moi, je pense que la façon, sans toutefois nier ce travail-là, c'est un très beau travail, mais je pense qu'on ne gagnerait pas à faire un travail personnel. Parce que je veux dire, ceux qui écrivent sur Azo Fogui, sur son départ, c'est eux qu'on voit. Moi, je pense que ce qu'on doit montrer, c'est l'ouvrage d'Azo Fogui. Ceux qui aiment Azo Fogui doivent montrer son ouvrage. C'est en montrant, en faisant un travail. Parler plus de l'œuvre. Mais bien sûr, c'est une mise en lumière de Zakwato qu'il faut faire. Je veux dire quoi? Je veux dire que c'est un ouvrage qui peut être décortiqué, on peut avoir des explications de texte, des profils, des grilles de lecture de cet ouvrage-là, des traductions en anglais, perpétuer sa pensée, des traductions en portugais. C'est ça qu'il faut faire davantage que de venir écrire sa relation personnelle avec l'auteur. Mais ça n'engage que moi, je peux me tromper aussi. Ce qui est en train d'être fait est à saluer, mais j'estime que l'urgence, c'est pas ça. Je pense que la meilleure façon de faire vivre Azo Fogui, c'est de permettre vraiment que Zakwato soit vraiment connu, que son texte enseigné dans les écoles. Pourquoi pas? Il mérite beaucoup plus que d'autres poètes qui sont enseignés, beaucoup plus, même des poètes de l'étranger. Zakwato, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Chaque page, chaque vers, je me réjouis de lui avoir dit de son vivant, chaque vers est une victoire. Chaque vers de Zakwato. Mais en même temps, si les amis ne faisaient pas grand-chose... Je ne disqualifie pas ce geste. Je dis simplement que le geste le meilleur, on peut me le reprocher de ne pas le faire, c'est de pouvoir traduire son ouvrage, c'est de pouvoir l'insérer dans le manuel. Mais je veux dire, c'est Zakwato qu'il faut mettre en valeur, d'autant plus que les retombées, on parle de finances tout à l'heure, les retombées vont aller à sa famille.
Mais alors qu'un ouvrage personnel, les retombées peuvent aller à la famille, mais il n'y a pas de mise en lumière de Zakwato. Il n'y a pas de mise en lumière de son enfant. Parce que Zakwato, c'est son enfant. Son enfant est scriptuaire. Il n'y a pas de mise en lumière. Qu'est-ce qui va rester de lui dans 5, 10, 15, 20 ans? Il a dit qu'on se souviendra forcément. Il a dit « Je suis l'éternité ». Il estime qu'il va être connu. Je pense qu'il sera connu. Parce que vous voyez, Ronsard, il était connu près de 2 siècles après son départ. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont connus après leur départ. Donc, ce n'est pas une course. On n'est pas dans l'immédiateté. S'il a pris 20 ans pour écrire, il sera connu parce que son œuvre se défend d'elle-même. C'est une grosse œuvre. Personne ne lit cette œuvre-là et reste indifférent. Personne. Quand le personnage central, Zakwato, va voir l'enleveur de cils pour dire « ôte-moi les paupières pour que je ne m'endorme plus », c'est une œuvre d'actualité. Il faut être en éveil sur sa société, dans sa cité, il faut être en éveil. Il faut être vigilant. Ça parle bien de guerre, de paix, que de tout. C'est une grosse œuvre. C'est une œuvre qui est essentiellement politique parce qu'elle est apolitique, justement. C'est une grosse œuvre. Et c'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force. Michel Alex, merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.